Bon bah salut, on est en live pour ce nouvel épisode du podcast OVNI. Ravi de vous avoir tous les trois. Je vais prendre bien le temps de faire les présentations parce que sinon pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, c'est pas évident à suivre, surtout quand on a deux voix féminines, deux voix masculines. Il faut qu'ils arrivent à reconnaître votre voix. Je vais commencer par toi Chloé, excuse-moi Philippine et Florent, c'est le plus simple. On va parler de Zilo aujourd'hui, qui est une start-up dans le secteur de l'énergie, on peut dire ça, et dont tu es la cofondatrice avec Philippine. Et j'ai le grand plaisir d'avoir un confrère, un ami du fonds 50 Partners qui vous accompagne. C'est un peu mon ancien métier, accélérer des startups aussi. Donc j'ai beaucoup étudié ces modèles-là et je suis ravi de t'avoir également, Florent, avec nous. Chloé, est-ce que tu veux dire un petit mot, te présenter, parler un peu de ton parcours avant qu'on vienne sur Zilo? Comment tu es tombé un peu dans le bain de l'entrepreneuriat? Je crois que c'est aussi un peu une histoire de famille. Tu veux nous raconter ça? Ouais, c'est une histoire de famille. Tout d'abord, j'ai vécu dans une famille où tout le monde était entrepreneur, que ce soit dans les milieux artistiques ou dans les milieux beaucoup plus business. Et j'ai grandi dans ce secteur-là avec une seule vision qui était qu'un jour, ça serait moi aussi à la tête de mon entreprise. Après, je me suis fait un peu happer par les études plus classiques, école d'ingénieur, école de commerce. Et assez naturellement, je me suis orientée vers la finance, qui était à l'époque la voie royale, beaucoup moins maintenant, c'est sûr, mais c'était le cas. C'était en quelle année, peut-être? Quand tu as fait tes études, tu as quoi, 35 ans. 35 ans, ok. Ouais. Et donc, je me suis orientée vers la finance. J'ai travaillé 2 ans en M&A et puis 8 ans en financement de projets. Donc, j'ai étudié énormément de projets dans les infrastructures, que ce soit les télécoms, les transports et puis beaucoup dans l'énergie. Plus récemment, j'ai eu envie de me réorienter vers ma voie idéale et j'ai lancé Zilo Énergie parce que j'ai identifié une opportunité sur le marché. Parce qu'en France, on est extrêmement en retard sur le déploiement des énergies chez les particuliers, comparé à des pays voisins comme l'Allemagne ou les pays nordiques, où 20% à 30% des toitures sont installées toitures résidentielles sont installées en panneaux solaires. En France, on est à 4% du marché seulement. On rentre déjà dans le pitch. Hein. Ça va y aller. De toute façon, on a 30 minutes. On est droit centré et focus sur les affaires. Tu veux nous parler de comment tu as rencontré ton associé tu as aussi un parcours, toi, Philippine, où tu à cette famille d'entrepreneurs ou pas du tout? Raconte-nous un peu comment t'es tombé dans l'entrepreneuriat, toi aussi. Alors, j'ai pas une famille d'entrepreneurs, j'ai une famille d'indépendants. D'accord. On va dire ça comme ça. Mon parcours, c'est d'avoir rencontré Chloé à l'ESTP il y a déjà un certain nombre d'années. Donc une école de commerce pour les gens qui nous écoutent et qui la connaissent pas, c'est ça? ESTP, non. C'est ESTP, des travaux publics. Donc d'ingé. Ok. Je suis partie en école de commerce à HEC aussi après. Et je suis partie en technico-commercial en Belgique pour travailler en tant qu'ingénieur d'affaires dans l'automobile et la pharmaceutique. Et quand je suis revenue en France, je suis rentrée en tant que first employee dans un SaaS B2B dans le cinéma. J'y suis restée pendant 8 ans. Donc, je suis très axé commercial, c'est ça? C'est ce que j'ai vu? Commercial, mais du coup, en fait, je me suis formée, j'ai découvert le milieu de la tech que je connaissais pas du tout. Je me suis formée au produit et j'ai adoré ça. Donc, j'ai suivi un parcours, l'école qui est très bien, qui s'appelle Lyon, des Maria School. Et j'ai gardé le produit, mais j'ai structuré du coup les sales, la quality, le client success pendant ces années-là. Et j'ai adoré. Je crois qu'on a plusieurs entrepreneurs qu'on connaît qui sont investisseurs dans Maria Schools, donc c'est pas la première fois que je l'entends. Et je crois qu'ils ont levé des fonds avec Crédit Mutuel, Equity ou quelque chose comme ça. C'est une bonne école. Et tu connais aussi. Est-ce que les profils tech, sales, avec votre background, et pardon j'avais pas bien entendu, c'est pas les meilleurs avant-vente vendeurs possibles avant que tu te présentes toi et que tu me parles aussi de ton parcours? De qu'on part sur un débat sur la vente. Ouais, rapide. Mais moi c'est non, bon. mais c'est sûr, je pense que dans beaucoup de ventes, il faut parfaitement comprendre ce que l'on vend. Ouais. Et donc il faut avoir cette curiosité, pas avoir peur de rentrer un peu dans la technique pour vraiment comprendre de quoi on parle. Et que c'est ça qui fait les meilleurs vendeurs. Les meilleurs vendeurs, ils sont experts de leur sujet. Et en effet, dès qu'on touche à des technologies plus ou moins complexes, le fait d'avoir été ingénieur et du coup de pouvoir rentrer facilement dans ces sujets
qui attirent peut-être moins des personnes plus orientées vers la com ou autre, font d'eux des bons vendeurs. Et puis je pense aussi la précision. Je ne sais pas si tous les ingénieurs sont précis, mais quand on est vendeur, il vaut mieux être précis, alerte sur les chiffres, plein de choses que l'on retrouve quand même dans l'ingénierie. Parle-nous toi, si tu veux. Tu es investisseur comme moi. On est tous les deux dans ce métier. Raconte-nous un peu comment tu es tombé là-dedans. Nous, c'est la première fois qu'on se rencontre directement dans le studio. Donc c'est drôle. Raconte un peu aux gens qui nous écoutent comment tu as atterri dans cette belle maison qui est 50 Partners Impact. Oui, bien sûr. Alors moi, c'est un peu un hasard, mais comme Chloé, je viens d'une famille d'entrepreneurs, pas de génération en génération, simplement de première génération. Mon père a très vite entrepris quand il avait 27 ans. Il a monté une boîte qu'il a toujours aujourd'hui, qui fait une 50aine de collaborateurs. On est lillois, et donc la boîte est à Roubaix. Donc je pense qu'il y en avait un peu dans mon biberon. Et c'est important parce qu'après une école de commerce, moi j'ai 3 grands chapitres, on va dire, ça fait 12-13 ans que je bosse. Il y a 3 chapitres dans mon petit parcours. 3 ans de création de boîte, justement avec mon père et son associé. On développe un logiciel RH pour analyser des verbatims, donc du texte en langage naturel. Je pars vivre à Londres pour ça, parce que ce qu'on fait sur le français, on veut le faire sur l'anglais aussi. Et je vous la fais courte, mais je quitte le projet parce qu'on est devenu une boîte de conseil augmenté. Donc on vend très bien, mais on fait tourner l'outil pour les clients, et moi ça ne m'intéresse pas du tout. Moi je suis là pour la tech, pour le SaaS. Ensuite je veux m'amuser, donc je pars dans la pub. Et là je fais un chapitre de 3 ans dans la pub pour les applications iOS et Android. Et je me retrouve dans une super boîte américaine qui s'appelle Vungle et qui est devenue le leader mondial de la pub dans les jeux vidéo sur iOS et Android. Okay. Candy Crush, Angry Birds, etc. Et je dirige les ventes pour eux. Donc la vente, j'aime bien et j'en ai fait pendant 3 ans. Je dirige les ventes Europe, donc avec une équipe à Londres et une équipe à Berlin. Super success story, ça s'appelle Liftoff maintenant. La boîte s'est revendue 750 millions à Blackstone. La vraie scale-up. Et puis, à la sortie de cette expérience, vraiment besoin de bosser sur les vrais sujets. Et pour moi, servir 7 milliards de vidéos par mois à des gens avachis dans des canapés, c'est pas ça le sujet. C'est le climat, c'est ce que fait Zillow. Donc, je rejoins 50 pour créer l'activité Impact, ce que j'ai fait en 2018. La date exacte, j'ai bossé 9 mois dans le noir. Et puis après, novembre 2018, on crée la boîte, on imagine le logo, on a les premiers investisseurs et on y va. Et donc, ça fait 6 ans que je fais ça. Et mon rôle aujourd'hui, c'est... Donc, une boucle complète, des investissements, des exits. C'est ça, tu commences à avoir le recul non, c'est surtout 6 ans bosser du côté startup, scale-up, voir comment ça se passe dans une toute petite boîte qu'on crée, dans une grosse boîte, on est déjà 200, on a déjà de l'argent et on avance. Et puis là, maintenant, 6 ans à côté plutôt accompagnant et investisseur. Cool. Bon, vous allez nous raconter un peu cette histoire d'amour, cette rencontre entre investisseurs et fondateurs. Vous êtes en pleine levée de fonds, donc on pourra peut-être pas évoquer les montants, les chiffres, etc. Mais c'est un peu dans ce contexte-là que vous êtes accompagné par 50 Partners. Je dis à tout le monde de se mettre en mode avion et puis moi je le fais pas. Désolé pour ça. Et donc peut-être pour rentrer plus dans le sujet sur ce que fait Zillow. La vision que vous avez, qu'est-ce que vous avez envie de faire sur ce marché, l'environnement. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut expliquer aux gens qui vont nous écouter et nous regarder ce que vous faites, quelle est la proposition de valeur de cette société ? Bien sûr, alors on a pour mission d'offrir une énergie qui est moins chère et plus verte aux consommateurs. Et pour ça, on déploie des centrales solaires en toiture et on a pour ambition de créer la plus grande centrale solaire fractionnée sur les toitures des particuliers. On a en France un potentiel qui est énorme avec toutes ces toitures inutilisées et c'est 4 millions de maisons qui doivent passer au solaire d'ici 2035, c'est l'ADEME qui le dit. D'accord. Donc aujourd'hui, on propose un format d'abonnement pour les particuliers pour passer au solaire. Bon, moi, je suis un peu au courant, vous simplifiez ça. Donc, pour écrire un peu et raconter comment on s'est rencontrés, tu m'as appelé pour demander quelques conseils justement sur la levée de fonds. Puis je t'ai dit, moi, j'ai une grande toiture au sud, j'ai pas envie de m'en occuper, c'est compliqué, je te fais confiance et je veux bien être dans les 5 premiers clients, à défaut de pouvoir investir parce que Zillow colle pas avec la thèse de mon fonds actuel. Voilà comment je vais soutenir cette startup, je vais devenir le premier client. Enfin, un des premiers clients, le 4e, c'est ça. Et donc, moi, je vais la raconter, mais je pense que c'est bien que vous le racontiez. Comment vous faites pour sourcer ces 10 premiers clients ? Il y en a eu combien depuis ? Vous avez 15, 20 clients et comment ça se passe là avec eux entre le moment où ils vous découvrent, soit par le bouche à oreille, soit sur le site web, et puis vous commencez à lancer le processus d'installation chez eux. C'est vraiment simple, ils ont rien à faire ? Alors, aujourd'hui, effectivement, quelque chose qu'on arrive à craquer par rapport aux personnes qui installent, c'est de vendre à distance. On a un abonnement qui a un prix fixe, qu'on se veut très simple,
pour nos clients, donc un prix par mois et par kilowatt-crête posé. Kilowatt-crête, c'est la mesure des panneaux solaires. Et donc, on veut avoir une offre pour tous, très universelle, très lisible aussi, parce que c'est un marché qui souffre de beaucoup de complexité. Et donc, les clients nous contactent. Très rapidement, on peut valider l'éligibilité de la personne, donc, qui est sur 2 axes, qui est un axe de rentabilité pour nos clients. Il faut vraiment que nos clients fassent des économies dès la première année. C'est un indispensable pour nos clients qui viennent nous voir, mais c'est aussi une sécurité pour nous, parce qu'on va porter l'investissement de cette centrale solaire sur son toit. Et ensuite, du coup, on peut faire toutes les démarches administratives, toute la pause. Et là, on va avoir notre première pause mi-février. Génial, c'est pas chez moi. Donc. Non. Et donc, non, moi, je le confesse, moi, j'y comprenais pas grand-chose, j'avais pas envie de m'en occuper, je savais même pas vraiment quelle était ma facture d'électricité, combien je payais, je savais juste que j'étais chez ILEC, c'est des Toulousains pour avoir de l'énergie verte. Et donc, je vous ai envoyé dans un mail mes factures de la dernière année. Bon, vous ferez pas ça avec tous les clients, mais pour me permettre de comprendre un peu ça. Et vous m'avez permis de comprendre que j'allais faire des économies et qu'en fait très vite ça allait être rentable pour moi, donc ça va être ça pour vous l'argument un peu massu pour très vite pénétrer le marché français, c'est ça l'enjeu pour vous? Une offre simple et des économies. Qu'est-ce que, quand tu as rencontré cette équipe pour la première fois, tu as challengé quoi, le business model, la cohérence des fondateurs avec ce qu'ils veulent faire? Comment s'est passée un peu cette volonté d'accélérer et d'investir dans Zillow? Tu peux nous raconter ça, toi? Oui, bien sûr. Je pense que, contrairement à d'autres projets, pour Zillow, ça faisait un moment qu'on regardait le solaire. Il se place plein de choses. Et en fait, il y a plein d'innovations et de startups qui se positionnent à différents endroits de la chaîne de valeur. Donc sur le marché, on était convaincus. C'est plus sur l'équipe, trouver la bonne équipe qui apporte autour de la table les expertises métiers qu'il faut pour réussir une société comme ça. Et je pense que ce qui m'a beaucoup plu dès les premiers échanges, c'est la vision de Chloé, de dire ça va être éminemment financier. Si on veut, alors il y a tout le pitch qu'elles ont fait autour du fait de passer avant on achetait sa centrale des dizaines de milliers d'euros, déjà tout le monde ne peut pas le faire, et même ceux qui ont l'argent hésitent. Il faut simplifier ça, aller plus vite, donc de l'abonnement, ok. Mais derrière, quand on regarde, c'est quand même une grosse ingénierie financière, et donc de se dire, Chloé apporte ça, elle l'a fait pendant plusieurs années dans un fonds. Ensuite, il y a toute la partie, il va falloir aller installer, et là ils ont un associé qui n'est pas là aujourd'hui, Florian, qui l'a fait aussi pendant des années. Et puis après ça, une fois qu'on s'est financé, on s'est installé, il faut le vendre et en parler au plus grand monde. Et c'est ce que fait Philippine. Donc l'idée de se dire, bon, il va falloir être excellé dans plein de métiers. Une seule personne, je pense, j'aurais du mal à croire qu'elle puisse le faire. De toute façon, tu ne finances pas des solofondeurs, si? On l'a fait. Vous l'avez fait, okay. On n'aime pas beaucoup. Ouais. C'est compliqué pour diverses raisons. On ne va pas se lancer dans le débat maintenant, mais on l'a fait. On l'a fait à 2 reprises. Et il y en a même un qui n'est plus solofondeur puisqu'il a trouvé en cours de route. L'année qui a suivi notre début d'accompagnement et de financement, un CTO qui a pris une part du capital. Et peut-être Chloé, donc du coup, c'est pas compliqué à 3 de diriger une boîte. Des fois, on voit des boîtes bicéphales avec 2 personnes. Comment vous faites pour prendre les décisions? On s'est rencontrés une deuxième fois, nous, à Station F. On vous a vu tous les 3 et il y avait justement des choix importants que vous deviez faire. Comment vous faites pour être aligné et pour garder cette dynamique d'équipe dans des décisions importantes comme une levée de fonds où vous allez figer la valo, qui rentre pas, etc. C'est une bonne question et on a failli être 5 pour la petite histoire. D'accord. Alors, ça faisait beaucoup de monde autour de la table, mais on est convaincus que dans ce projet, il y a tellement de compétences à associer que c'était essentiel d'avoir à minima ces 3 compétences dont tu parlais, Florent. Et pour comment on la dirige, cette boîte, d'abord, l'avantage d'être 3, c'est qu'il n'y a jamais un contre un, il n'y a jamais de statu quo, on trouve toujours une résolution, ne serait-ce que démocratiquement. Ça fait 1 an que vous travaillez ensemble, un peu plus? Non, ça fait un peu moins que ça. Et alors, il y a eu des engueulades, des premières discussions? Non, pas tant que ça? Si, il y a des moments tendus. C'est normal, ouais, des discussions compliquées où il faut prendre une décision. On n'est pas tout le temps d'accord et c'est plutôt sain, mais pas d'engueulade. Pas d'engueulade. Est-ce que peut-être dire aussi que Florian, qui est notre 3e associé, était aussi à l'ESTP avec nous. D'accord, donc il y a un historique. On se connaît depuis longtemps. On a déjà travaillé ensemble. Avec Chloé, on était binôme.
Pépine Roy, Chloé Roubac, on s'est retrouvés assises, on était déjà ensemble. On était ensuite binôme de travail à l'ESTP, on s'est assez bien travaillé ensemble. Donc c'est pas on a pris plusieurs profils dans une même pièce, on les a mis 2 mois ensemble et à la fin ça fait une start-up. Il y a vraiment cette volonté, où vous avez eu vos carrières un peu respectives de part et d'autre, de vous réunir autour de ce projet, mais avec ce socle historique et commun. Okay. Ça t'a rassuré aussi quelque part ? Oui, alors d'une certaine manière, parce qu'on voit que c'est fluide entre eux. Je pense qu'il y a même Enfin, vous entendez très bien, vous partagez des amis en commun, plein de choses en commun. On sent à travers vous que vous avez un peu la même philosophie de vie. Il y a des choses communes dans la manière dont vous gérez un peu. Je sais pas, vous avez des enfants tous les 3. Est-ce qui vous met sur mine de rien, une certaine forme de pied d'égalité par rapport à ceux qui n'en ont pas, etc. Mais ce qui est chouette, entre guillemets, c'est des personnes qui se connaissent depuis longtemps, qui apprécient être ensemble, mais néanmoins qui ont vécu leur vie chacune de leur côté. Et ça, c'est ça qui, je pense, est important. Ouais, on a eu 3 parcours complètement différents. Moi, je suis partie habiter à l'étranger pendant 10 ans. Donc, en fait, je les ai quasiment pas vus, à part pour les vacances, une fois de temps en temps. Et on a eu des parcours complètement à l'opposé les uns des autres, et à la fois super complémentaires. Qui aujourd'hui font votre force. Et donc là, aujourd'hui, vous faites une première levée. Moi, si je me projette un peu... un éventuel 2e tour, la perspective de Zillow à 12, 18, 24 mois. Sur quoi, si je vous réinvite, je sais que Mathieu fait ça un petit peu sur ses podcasts Génération Do It Yourself. Je crois qu'il a fait Rachel Delacour, c'était le 5e ou 6e podcast, et puis c'était le 330e. Donc si, là je sais pas, on doit être au 10e ou 11e épisode OVNI, si je vous réinvite, épisode 150 ou 200, quels seront vos critères un peu de succès ? Qu'est-ce que vous aurez envie de mesurer ? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir ? C'est pas simple comme question, vous battez pas. Hein. C'est pas simple comme question, mais tout d'abord, c'est le déploiement. Notre force, ça sera d'installer le plus de maisons possible, parce que c'est là où notre impact est le plus fort. On a quand même pour ambition principale de déployer une énergie verte et d'avoir cet impact sur l'émission de carbone. Et le déploiement de nos installations, c'est notre premier KPIs. On a pour ambition d'installer 10 000 installations d'ici l'année 5. Ok, donc 10 000. Donc si on se revoit dans 2 ans et demi, il faut que vous soyez à peu près à la moitié du chemin. Et si vous n'avez pas 5 000 panneaux installés... Alors on va accélérer, j'espère bien. Mais oui, si on a 5 000 dans 2-3 ans, on sera au-dessus du BP. Ok, génial. Est-ce que les entrepreneurs sont régulièrement au-dessus du BP, toi qui en vois passer beaucoup ? Tu me lances sur un sujet que j'adore. Allez, vas-y, je t'en prie. Non, je pense qu'on en parlait ce matin non, c'est une énorme frustration. Je ne sais pas comment toi tu le vis, je te retourne la question, mais c'est quoi ? C'est 25%, même pas 20% des entrepreneurs qui font le BP ou le budget, on l'appelle comme on veut, à la fin de l'année ou qui le surpassent. Donc c'est vraiment une petite minorité. Et on en revient à un sujet que tu as abordé au début, la vente en fait. La vente. Je pense que en France, on fait des belles offres, des bons produits, on passe plein de temps à faire plein de choses. Et peut-être qu'on perd un peu de vue que en fait, la vente, c'est dès le jour 0 quand il n'y a quasiment rien. Là-dessus, je vous ai promis que j'allais faire des feedbacks, des bons et des moins bons en tant que premier client, enfin 4e ou 5e client. Là, c'est plutôt un compliment que je voulais faire. Moi, en tout cas, à partir du moment où j'ai émis le souhait de devenir client, par amitié, par sympathie, parce que je veux soutenir les startups. Quand on est investisseur, c'est le métier du non. 99 fois sur 100, on dit non. Mais des fois, ça fait du bien de dire oui et d'aider. Moi, j'ai senti que, si tu veux, en tout cas, c'est à ton niveau, hein, Philippine, qu'il y avait ce pipe commercial dans lequel j'étais rentré. Et j'étais dans l'espèce d'entonnoir. Je ne suis pas quelqu'un de très joignable facilement. Et ben, tu as insisté. Par mail, par téléphone, tu m'as relancé à des horaires différents, un peu tard le soir, un peu le midi, etc. Et ça, honnêtement, je pense que c'est une vraie qualité que tu as et qu'il faut garder. C'est-à-dire qu'au début, cette machine commerciale, il faut la mettre en place. Et effectivement, une fois que le client il a mis son nom, son prénom sur le site web, y a plein de boîtes qui ne rappellent pas, etc. Mais tant que le process n'est pas allé au bout, il faut continuer à pousser. Nous, on le voit sur la commercialisation de nos fonds. Des fois, il y a des souscripteurs qui ne nous donnent pas de nouvelles pendant 3 mois. On fait 1, 2, 3 réunions. Et puis, au bout de la 10e newsletter, ils vont finir par dire « Ok, les gars, c'est génial, j'investis dans votre fonds. » Je crois qu'il faut 15 ou 16 points de contact sur certains meetings, des fois, et profils pour aller au bout d'une vente. Comment tu penses que vous allez, dans les prochaines années,
sortir d'un métier un peu peut-être manuel, tu vois, où tu as toute cette configuration du projet, tu dois rappeler les gens, tu dois leur demander les papiers, à un truc beaucoup plus automatisé. Comment vous allez mettre de la tech dans Zillow ? Est-ce que vous y avez réfléchi ? Pas encore, vous avez le droit, hein, c'est une question que j'avais aussi. Il y a évidemment une brique tech qui va venir dans le projet. La tech, elle va être au service de la réduction des coûts. Parfois de la tech, on ne peut pas vendre une boîte de tech. La tech, elle est importante parce qu'on doit maîtriser absolument notre CAC pour... Le CAC, peut-être pour les gens qui nous écoutent, c'est le coût d'acquisition du client. Exactement. Comme je le disais tout à l'heure en préambule, on arrive à vendre en dématérialisé, ce qui est vraiment quelque chose qui nous distingue très fortement des installateurs, des personnes qui vendent aujourd'hui des centrales solaires sur les toits. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit affiner, qu'on doit optimiser. On doit pouvoir avoir des clients qui testent leur éligibilité instantanément, et que nos clients aient un prix et la transparence et la simplicité de notre offre le plus vite possible. Donc, ça passe par, évidemment, une connexion, par exemple, à tout ce qui est imagerie satellite pour regarder comment l'aspect de la toiture, quelle est la surface disponible, quelle est l'orientation. Tout ça, c'est des choses il y a plein d'initiatives qui se font aujourd'hui. Le solaire est assez bouillonnant, surtout sur on va dire, le service qui est proposé. Et donc, il faut assembler tout ça et combler les trous et faire les développements là où il y aura besoin. Nous, on a vu un dossier passer il y a quelques mois que mon analyste avait adoré. On est même allé boire un coup avec eux à leur levée de fonds, même si on n'a pas participé au tour. La boîte s'appelle Initio. Et en fait, je vous en avais parlé, ils font de la recherche de terrain. Alors là, c'est pas pour des particuliers, pour des développeurs, où ils ont mis en place dans leur algo les zones humides, les zones militaires, où est-ce qu'on peut le faire, pas faire. Ils font gagner du temps aux développeurs avec un modèle un peu comme le vôtre, où ils commencent à poser le permis et ils revendent le projet par phase. Et c'est vrai qu'on voit que cette nouvelle économie est en train d'être de plus en plus investie par des fondateurs, par des startups, et viennent mettre de la tech, viennent apporter des solutions comme ça. Côté 50 Partners, tu disais que vous étiez intéressé par le marché, vous regardez, c'est quoi les tendances que tu observes sur ce secteur-là ? Peut-être, sinon vous pouvez commenter les belles boîtes. Dans certains domaines de la French Tech, etc., on a toujours une boîte qui tire un peu une industrie. C'est quoi les boîtes qui vous inspirent et chez 50 et chez Zillow, et vous avez envie de vous inscrire un peu dans cette même dynamique ? Je pense que tu peux parler de l'acteur allemand Oui, il y a effectivement un acteur allemand qui a explosé ces dernières années, qui s'appelle Enpal, qui propose du solaire sous un format de leasing. Ils ont commencé de façon très très opérationnelle, et puis ils ont ajouté de la tech au fur et à mesure de l'aventure, ce qui leur a permis de devenir, de scaler très très fort. Ils ont levé beaucoup d'argent, donc tu dis ? Ils ont levé beaucoup d'argent. Okay. Dernière round de 200 millions, je crois, pour une valo de 2,4 milliards. Sur un peu le même secteur que vous, la même approche ? Sur le solaire résidentiel. Ah, c'est la même chose que... C'est la même chose. C'est la même chose, sauf que c'est du très longue durée, contractualisé. C'est le marché allemand, donc les gens n'ont pas peur de s'engager sur 25 ans. 25 ans, c'est vrai que moi, 12 ans, ça m'a fait peur. Le soir, j'en ai parlé à ma femme. Je lui ai dit, attends, tu peux relire le truc parce que c'est pour 12 ans. Tu sais me dire, dans 12 ans, on sera où ? Normalement, j'aurais déployé mon fonds, j'aurais investi en train de lever le numéro 3, mais je sais à peu près. Et nous, on va apporter énormément de flexibilité dans cet abonnement, justement, parce qu'on est sur un marché qui est différent, où les mentalités sont différentes. Et notre innovation, elle est aussi là-dessus. Mais sur toute la partie, le type du marché et les outils tech qu'on veut développer, on voit très bien qu'Enpal nous a ouvert la voie. Il y a des outils tech, que ce soit d'un point de vue client, l'accompagnement client, tout ce qui permet de dimensionner et avec des outils d'IA, de mettre en place des centrales de façon virtuelle sur les toitures des gens, pour qu'ils se rendent vraiment compte de ce à quoi ça ressemble et des économies qu'ils vont faire. Il y a une brique aussi sur le suivi des installateurs et des installations pour maîtriser la qualité des installations, le matériel utilisé, pouvoir faire la gestion des flux de stock et des différentes
différents installateurs. Et puis, il y a la dernière brique qui est la gestion du parc. Et c'est là où notre proposition de valeur diffère complètement de l'installation classique qui s'arrête en fait à la pose de l'installation et le client il gère son installation derrière. Nous, en fait, notre travail il commence à la pose. On va gérer un parc d'installation et on veut devenir le plus grand gestionnaire d'installations solaires sur les toitures. Bravo, c'est ambitieux. Est-ce que c'est pas, je provoque un peu, hein, le but c'est pas de faire que des compliments. Est-ce que c'est pas une boîte tech avec en plus un lot, alors pardonnez-moi peut-être l'expression, mais d'emmerde beaucoup plus gros potentiellement, avec des gens qui vont vous appeler, vous dire à un moment mon panneau solaire il marche plus, mon truc avec mon fournisseur il s'est déconnecté, etc., etc. Je pense que déjà quand on part en B2C, on s'expose à beaucoup d'emmerdes, pardon la vulgarité, mais c'est pour avoir une taille conséquente, il faut avoir du coup dans ce cas-là des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de clients, donc c'est d'autant plus de risques en cas d'insatisfaction voilà, on est exposé et on sait ce que c'est que l'enjeu d'être une marque direct consumer. Mais tu touches aussi à un autre sujet et nous on fait de l'impact environnemental et social et la conviction que l'on a chez 50 Partners Impact et je pense qu'il est partagé avec Zillow, c'est que on ne va pas résoudre tous les grands problèmes climatiques uniquement avec des lignes de code, avec du Python. Il y a un moment, on doit remettre les mains dedans. Et on parle beaucoup du retour de l'industrie, du hardware. Et d'ailleurs, il faut regarder les tendances des investissements VC en 2023. Venture industriel, c'est la BPI, c'est ce qu'ils disent. Hein, c'est ce qui pousse venture industriel, deep tech, etc. Non, mais convaincu comme toi. Donc oui, c'est des projets compliqués, mais dont, si on grossit le trait et on y va très fort, l'humanité a besoin, entre guillemets. Il ne faut pas qu'on reste derrière nos écrans, il faut, voilà. Donc c'est toucher du produit, ça devient compliqué, parce qu'il y a du stock, ça peut casser, il y a plein d'aléas. Néanmoins, il y a aussi beaucoup de belles boîtes dans l'énergie et d'autres secteurs qui montrent que c'est faisable. Donc c'est peut-être, je dirais juste pour le monde du VC qui aimait beaucoup le logiciel et qui aime toujours beaucoup et qui vient de là. Il va changer un peu. Voilà, il faut changer d'habitude, c'est trop facile le B2B SaaS. Il faut changer un peu les grilles de lecture et voilà. Si il nous reste 5 minutes pour échanger, les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas Zillow, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur faire passer comme message ? Qu'ils aillent sur le site web, qu'ils commencent à regarder, s'ils ont des belles maisons bien ensoleillées, qui vous appellent. Je sais que j'ai un ami en fait qui vous a sollicité. Et en fait, sa maison est en Normandie, elle n'est pas bien exposée, donc du coup, il ne rentre pas dans la cible. Comment vous allez gérer ce côté aussi peut-être déception-là, d'une partie des clients racontez-nous. C'est vrai que la non-éligibilité est quelque chose qui est... on étudie vraiment les dossiers. Ça va aussi dans le sens de la satisfaction du client à venir. C'est une sécurité. Pas de fausses promesses. Pas de fausses promesses. C'est hyper important. On parle beaucoup, et Florian n'est pas là, mais il en reparlerait avec passion, du devoir de conseil dans le bâtiment. C'est très important de ne pas raconter, de ne pas faire des fausses promesses, d'autant plus qu'on s'engage à côté de nos clients et donc on a des intérêts qui sont alignés. Oui, il faut gérer ce côté non éligible, mais c'est pour une bonne raison. Et ceux qui nous écoutent peuvent aller sur le site et tester leur éligibilité et voir comment ils pourraient facilement passer au solaire avec nous. Chouette. Peut-être un dernier mot, parce que le but avec cette émission, c'est de donner un petit coup de pouce aux startups. Vous êtes en train de lever des fonds. Comment vous l'avez vécu ? Cet exercice de la levée dans un contexte quand même un peu compliqué où les financements se font un peu plus rares. On s'est vu il y a quelques mois, vous étiez au tout début et puis première bonne nouvelle, puis deuxième bonne nouvelle, puis finalement vous intégrez l'accélérateur et le fonds 50 Partner Impact vous soutient. Est-ce que c'est pas un énorme ascenseur émotionnel et comment on fait avec la vie de famille, les conjoints, etc., pour arriver à garder le cap et le dynamisme, l'envie que vous avez, que vous affichez aujourd'hui. Parce que là, vous êtes en plein dedans, en fait. C'est pas closé. Vous êtes... Alors, il y a 80% du tour qui est booké. On a des intentions pour plus de 100%. Okay. On se laisse la possibilité d'aller un petit peu plus loin. Il faut sortir le podcast vite si il y a des intéressés. Voilà. Si les gens sont intéressés. Sinon, ce sera au prochain tour, mais ce sera plus cher. Voilà. C'est les montagnes russes. C'est les montagnes russes. Une levée de fonds. On a commencé par aller voir un fonds d'investissement et franchement, c'était super. On y a cru quasiment jusqu'au bout. Ils étaient super enthousiastes par le projet. Et en réalité,
la vérité, c'est qu'ils ne pouvaient pas investir à ce stade-là. C'était beaucoup trop tôt pour eux. Ils n'avaient jamais investi sur un deck. Et donc, on a travaillé avec eux de façon super intéressante. Nous, ça nous a aidé à nous structurer aussi pendant 1 mois. Mais la retombée du soufflet à la fin a été hyper dure. Et, vous avez eu quoi, 10-15 fonds et finalement, ça n'a pas forcément marché avec les fonds parce que c'était très tôt. Ouais, si j'ai un conseil à donner, c'est ça. C'est franchement, quand on démarre une boîte, aller voir des business angels, des industriels du secteur, des gens qui peuvent vous apporter de la compétence. Et d'ailleurs, le premier business angel qu'on a closé pour un assez gros ticket, c'est quelqu'un du monde du solaire, qui a une boîte dans le solaire, un entrepreneur du secteur qui a cru en notre projet. Et ça, c'est la meilleure marque, la meilleure marque d'intérêt qu'on ait reçue, la première marque de confiance, exactement. Donc la suite du tour, on l'a fait aussi comme ça, avec des business angels du secteur ou en tout cas qui sont habitués à investir dans des entreprises en pré-seed, et puis le fonds de 50 Partners qui nous accompagne, et les intérêts sont super alignés là-dessus. Super, c'est un bon conseil, je trouve, à donner aux entrepreneurs qui vont nous écouter, de peut-être pas multiplier les rendez-vous, pas aller voir trop de fonds trop tôt, mais de bien cibler, de prendre ce temps. C'est ce que tu conseilles aussi aux entrepreneurs que tu accompagnes, de vraiment trouver le bon match entre les investisseurs qu'il faut pour le projet. Complètement, c'est sûr qu'on complète son équipe, on ne fait pas rentrer que de l'argent, hein. On s'associe avec des personnes qui restent pendant des années dans le projet, et il faut voir aussi ce qu'ils apportent en plus de l'argent, donc à 100%, et je pense qu'on en parlait aussi, quand on est une boîte comme Zillow qui devra relever derrière, et peut-être plusieurs fois, très vite important de se dire, et c'est des conseils d'entrepreneurs qui ont très bien marché chez nous, que je reprends, de se dire qui je rêverais d'avoir autour de la table. On se l'est dit. Hein, c'est qui les 3-4 fonds en Europe là, c'est qui me permettrait de jouer en Ligue des Champions et que je voudrais vraiment avoir, et donc les coller, pour le coup, eux peut-être intentionnellement très tôt, mais sans avoir envie de les faire rentrer à ce moment-là, juste pour comprendre comment ils vont lire mon dossier, quelles sont les métriques qu'ils attendent, de quoi ils veulent qu'on parle, etc. Et je pense qu'il est là le conseil. Il y a trop d'entrepreneurs qui savent qu'ils doivent relever, mais qui n'ont pas fait leur liste de rêvés, on va dire, d'investisseurs. Bon, donc si vous êtes entrepreneur, que vous voulez lever des fonds, bien ciblé, rêver en grand, vraiment se dire ok, j'ai envie d'avoir ces personnes-là, aller les chercher, et puis ne pas lâcher, parce que si vous aviez lâché trop tôt, vous ne seriez pas allé au bout, et vous n'avez rien lâché, vous êtes là, et c'était le coup de cœur d'OVNI. Merci à toutes les deux. Merci à toi d'avoir fait le déplacement pour enregistrer cet épisode. Et un mot de la fin, quelque chose à rajouter sur cette belle aventure que vous portez? Abonnez-vous au Solaire. Abonnez-vous au Solaire, et c'est sur Zillow. C'est quoi l'adresse? Zillow Énergie. Zillow Énergie. Donc si vous avez des projets et des envies, Zillow Énergie. Vous avez dit hello. Vous avez dit hello, hein, c'est comme ça. Z-I-L-O. Super. À bientôt tout le monde. Merci. Salut. Merci. Merci.